Le Barbapapa, c'est juste pour vous dire, chaque matin, Julie me donne un objet où j'en trouve plusieurs dans mon sac à main, c'est très variable. Ça peut aller du Barbapapa, mais il y en a des beaucoup plus gros, certains matins, qui ne rentrent pas dans le sac, en me disant, tu ne vas pas t'ennuyer, toi, maman, aujourd'hui. Prends ton Barbapapa pour l'hôpital. Donc, j'emmène des Barbapapa. En ce moment, j'ai des Père Noël en chocolat aussi. C'est des petits signes. Vous avez dit beaucoup de choses, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais essayer de lire mon texte. Moi, je suis désolée, j'ai besoin d'un texte. Ça me rassure, et la technologie nous a permis de reprendre ce que nous avions échangé pendant des années, mais d'en faire quelque chose probablement de plus humain. Juste avant de parler de nos deux livres donc, qui sont honorés ce soir, et je veux vraiment associer mes enfants, excusez-moi, les trois, et mon mari et compagnon d'écriture à ce prix. Emmanuel m'a déjà donné un paquet, il va chercher un deuxième paquet. Faut que je reprends. Je voudrais juste éclaircir les raisons pour lesquelles nous avons choisi d'écrire sous un nom de plume. Nulle envie de cacher, et c'est important de le dire, notre aînée porteuse d'un handicap complexe, mais au départ une volonté de continuer pour ma part à dissocier mon positionnement de médecin hospitalier de mon récit de vie personnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains patients arrivent avec des livres en me demandant une dédicace, et c'est un peu compliqué. On m'a parfois demandé pourquoi je n'avais pas repris mon nom de jeune fille. Mes parents sont présents dans la salle. Mais nous avions écrit ce premier texte à 4 mains, et Julie était née de notre amour. Merci, Emmanuel. Notre nom d'auteur est ainsi et assez naturellement né de nos deux noms, par recomposition. Nous voulions aussi respecter la demande de nos deux autres enfants qui sont présents ce soir, qui souhaitaient garder la liberté de raconter leur histoire à qui ils le voulaient, alors que nous avions choisi de la partager par des mots. Accompagner une personne de handicap cognitif, ce n'est pas la précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître la direction qu'elle va prendre. C'est marcher à ses côtés, en la laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son pas. Certains l'auront reconnu, je me suis permis de paraphraser en introduction Patrick Verspieren, qui a prononcé en quelque sorte ces mots autour des situations palliatives, mais pour pointer finalement le caractère universel de ces mots pour celui qui choisit d'aller vers l'autre, quel que soit son moment de vie ou quel qu'il soit. C'est cette démarche que Tristan et moi-même avons cherché à décrire dans notre premier livre, Bonjour jeune beauté, que vous avez cité. Mais pour les jeunes parents que nous étions, il a d'abord fallu abandonner bon nombre de nos espoirs, légitimes pourtant quand on met au monde des enfants, oublier une grande part de nos repères éducatifs que nous avions reçus de nos familles, pour aller vers cette petite fille pour laquelle ma reine génétique n'avait pas été très bienveillante. Ces abandons, renoncements, deuils, pourrait-on dire, sont le prix à payer pour trouver le chemin d'un bonheur fait de petits instants. L'isolement, la colère, le désespoir, parfois, sont autant d'obstacles que le handicap cognitif associé à des troubles de la relation impose. Le travail d'écriture autour de ces difficultés, nous l'avons fait pour aller au plus près de notre Julie, mais aussi interpeller ceux, vous l'avez dit, et ils sont nombreux, qui préfèrent se détourner de nos enfants différents. Qui sait, ils pourraient être méchants, voire contagieux. Eh oui, ils font peur, et pour cause. Ils nous imposent la confrontation à nos propres limites et à nos faiblesses. Ils rappellent que chacun d'entre nous pourrait se trouver dans cette situation difficile, devoir résoudre des problèmes sans disposer pourtant de l'ensemble de l'énoncé ou de tous les outils pour les comprendre et dépendre de l'autre pour chacun des actes de sa vie quotidienne. Chaque minute qui passe, Julie et ses pairs, chaque minute qui passe pour Julie et ses pairs correspond à ce challenge. Alors comment ose-t-on parler de dépendance, de faiblesse, de déficit, de prise en charge comme l'on parlerait d'un poids mort? Vous l'aurez noté, j'ai essayé à travers ces premières lignes d'éviter au plus le mot de handicap mental, trop connoté, déficience intellectuelle, trop négatif, non pas pour nier la problématique, mais bien pour participer à un changement de regard. Les termes de handicap cognitif et de la relation ou trouble des apprentissages me conviennent de plus en plus. J'aimerais qu'autour de ces personnes en situation de handicap, des mots positifs comme combativité, ténacité, courage, inventivité, créativité soient chaque jour prononcés. Il y a quelques semaines, alors que notre aînée devait avoir une nouvelle expertise pour un renouvellement de tutelle, la psychiatre arrive en quelques minutes à m'expliquer qu'à l'évidence, elle présente des troubles psychotiques
aggravée par mon fonctionnement maternel fusionnel. Je regarde cette femme, manifestement en danger elle-même, qui cherche à émettre une analyse pour lui permettre de rentrer dans son cadre, sa norme, bien loin pourtant de la bienveillance qu'une formation de psychanalyse qu'elle revendique devrait lui donner. Je reste toujours étonnée de ces professionnels qu'il nous faut en tant que parents régulièrement affronter, qui savent, eux, ce qu'engendrent des accidents génétiques jamais décrits et n'arrivent pas à voir la profondeur des relations que les familles doivent mettre en place pour devenir simplement des tuteurs décodeurs. Cette femme me parlait aussi du caractère thérapeutique de nos écrits. Je la cite. « Ça vous fait sûrement du bien, madame. » Ce mot thérapeutique fait pourtant appel à une notion de guérison. Guérison qui permettrait de venir dans ce qui serait la norme, usuelle. Être comme celui qui va bien. Mais les familles comme les nôtres ne sont pas dans l'illusion d'une guérison ou d'une réparation. Elles sont simplement à la recherche d'un équilibre dans une société si déstabilisée par la différence. Pour revenir sur l'importance des mots, je citerai Jean-François Chaussier et Charles Gardou qui ont proposé la notion de prise en compte dans un rapport de 2011 et proposé cette notion de prise en charge et proposé d'abandonner cette notion de prise en charge. Ils rappellent que, comme chacun, une personne handicapée se doit de pouvoir trouver un projet de vie correspondant à ses besoins, adapté à ses capacités. J'ignorais alors que ce rapport ferait partie du deuxième livre que j'écrivais. En effet, alors que nous finalisions les corrections du premier livre, un 25 septembre 2012, un nouvel élément allait marquer le parcours de Julie, comme tous les 6 à 9 mois d'ailleurs depuis sa naissance, et initier l'écriture du deuxième livre, Les exilés mentaux, un scandale français, paru le 25 septembre cette année. Ce texte, vous l'avez dit, reprend 18 mois de recherche d'un établissement, mêlant nos anecdotes du quotidien et une enquête que j'ai voulu approfondie sur un silence national. Tous, nous avons entendu dire de nos voisins belges qu'ils étaient d'excellents professionnels autour des enfants ou adultes autistes ou présentant un handicap cognitif. Inévitablement, Julie se retrouvant sans établissement, nous avons été orientés vers la Wallonie. Peu à peu, je me suis questionnée. Pourquoi notre pays ne peut-il pas être aussi compétent ? Le problème dépasse d'ailleurs largement la question de la frontière, notre société pratiquant aussi bien l'exil intraterritorial qu'extraterritorial. Pourquoi des personnes que la vie n'a pas épargnées devraient-elles être de plus et par défaut éloignées de leurs proches, hélas si souvent résignés et silencieux ? C'est ce scandale que j'ai voulu mettre au grand jour, cette ignorance organisée dans laquelle j'aurais été comme beaucoup si je n'avais eu à connaître Julie et ses amis. Je ne juge pas, je demande simplement qu'en urgence, on puisse construire leur avenir dans la durée. Comment ose-t-on répondre en parlant de budget pour ces personnes alors qu'on n'imaginerait pas qu'un élève de CP ou un patient soit refoulé d'un établissement déficitaire ? Comment nos politiques peuvent-ils continuer à jouer sur les mots en expliquant qu'il faut parler de solutions et non de place, alors que nous, familles, nous parlons de projet de vie ? Ces mois passés auprès de Julie, qui heureusement grâce, et je veux citer Madame de Lafarge, présidente des Papillons Blancs à Boulogne, grâce à elle, qui a dû choisir entre 101 dossiers pour 36 places, Julie aura, à compter du mois de janvier, un endroit où elle pourra construire son projet de vie. Je tiens à vous remercier ici ce soir. Et à la fois aussi à dénoncer que finalement 65 personnes n'auront pas de solution, même si nous en avons une. Ces mois passés auprès de Julie, durant lesquels nous avons combiné nos professions, mais aussi un travail d'éducateur une bonne partie de nos soirées et de nos week-ends, et pour ma part un travail de veilleur de nuit, nous ont terriblement appris encore. C'est par la connaissance de la pleine humanité de ces personnes hors normes, dans un pays qui se déclare pourtant celui des droits de l'homme et de l'égalité, que nous pourrons enfin avoir un regard juste. Souvenons-nous d'ailleurs qu'elle pourrait être à la fois source d'emploi, mais aussi redonner à beaucoup le sens simple du mot bonheur. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, et mon éditeur en particulier. Merci à vous. Je ramène mon papa. Oui.